Électro-hypersensibles, c'est en fait des vigies, des sentinelles qui sont un peu à l'avant-garde et on le voit très bien dans la quantité d'invention, d'inventivité, de créativité qu'ils ont pour pouvoir rester connectés, pour pouvoir continuer à vivre dans la société malgré leur handicap où la société connectée cherche à les exclure. Et ça, franchement, il y a un petit problème de droits fondamentaux par rapport à ce qui est être un être humain aujourd'hui. Des personnes qui sont obligées d'aller vivre dans les grottes ou dans des endroits quand même pas tenables et impossibles. Et puis il y a des choses, je cherche zone blanche, des expériments, ça fait 10 ans. Malheureusement, c'est complètement encore d'actualité. Il n'y a plus de zone blanche et il faut regagner des zones blanches. Je fais partie du conseil d'administration de cette association. Je suis engagé dans le soutien des personnes électro-hypersensibles et leurs soins depuis plus de 20 ans maintenant. C'est dans les années 90 que j'ai été moi-même malade et que je me suis dit, profitons du fait que, étant à la fois médecin et atteint par cette pathologie, si j'arrive à m'en sortir, je vais pouvoir faire bénéficier d'autres personnes, puisque je suis capable en tant que médecin d'observer ce qui se passe et de savoir comment réagir. Et donc j'ai développé une connaissance depuis sur comment on peut prendre en charge les gens qui sont atteints de cette chose qu'on n'appelle pas une maladie parce que ça passe pas bien, mais en tout cas qui représente un handicap énorme et en plus un handicap qui n'est pas visible parce que les gens les plus atteints sont complètement invisibilisés par le fait qu'ils sont obligés de se cacher dans des grottes, dans des fonds de forêt, dans des fonds de vallée. Alors, comment expliquer qu'on soit dans un tel silence en fait, personne n'en parle de ce sujet-là? Ce silence est organisé et volontairement organisé. Parce que si la pathologie était reconnue, toute la technologie du sans-fil devrait être revue. Il y a 10 ans en arrière, être électro-hypersensible, c'était... comment dire, il fallait pas en parler, c'était n'importe quoi, c'était... Maintenant, il y a un travail de fait quand même. Une des plus grosses avancées a quand même été la construction de l'European for Safe Connections, qui est maintenant une organisation qui chapeaute toutes les associations européennes, ou la plus grande partie des associations européennes, dont AZB fait partie également, et qui nous permet une certaine coordination au niveau des actions que l'on peut mener. Malheureusement, je ne parlerai pas d'une avancée globale, puisque toutes les décisions au niveau du Parlement européen, du Conseil européen et autres vont en marche arrière. Il y a eu un jugement à Bruxelles récemment par rapport à 2 plaintes qui ont été déposées par des organisations belges, où ils priment la rentabilité économique prime sur le besoin sanitaire, et qui ont débouté carrément les appels qui avaient été faits contre la 5G. Donc c'est plus un recul qu'une avancée. Mais on continue à se battre. Quels sont les grands enjeux encore, cher Maxence, de ce combat que vous menez? Alors, en fait, on est face à une question de doctrine, c'est-à-dire qu'on est confronté à une option ou à une façon de voir les choses comme quoi c'est vive les ondes. Il faut absolument, ce qui compte, c'est des antennes et de la 5G à tout prix. On est en opération bulldozer et ça crée une disparition des zones blanches en fait. Et cette idée ou cet objectif qui est haro sur les zones blanches doivent disparaître. Eh bien, ça augmente l'exposition globale de la population et ça fait que des zones où des personnes électro-hypersensibles avaient réussi jusqu'à présent à trouver un refuge et à se fabriquer un havre un peu de sécurité ou en tout cas de préservation au moins dans leur quotidien, eh bien, se retrouvent en fuite, en errance à nouveau et donc la disparition des zones blanches s'accompagne d'une augmentation de l'exposition moyenne de la population. Tous les chiffres concordent. Les données du CRIREM depuis 2-3 ans, qu'il continue à faire des mesures, des contre-mesures. Le CRIREM, c'est une autre association qui est spécialisée sur la mesure de l'exposition moyenne à la pollution électromagnétique. Une association dont Michel Rivazi et moi-même sommes les membres cofondateurs en 2005. Donc on a des liens assez proches avec le CRIREM et surtout avec les méthodes de travail qui ont été mises en place. L'idée était de faire comme un CRIRAD, mais un CRIRAD des ondes, un labo indépendant de contre-mesures. Donc les derniers échanges qu'on a eu avec le CRIREM, ils nous disent on a une augmentation moyenne de la population aux pollutions électromagnétiques. Plus la 5G se déploie,
plus le niveau moyen monte. Et avec le niveau moyen qui monte, ben, ça fait plus de gens qui vont devenir électro-hypersensibles. Et elle avait des peurs, des douleurs la nuit, des vertiges la nuit, des peurs paniques sans raison. Donc on a vu multiples médecins, multiples psy. Rien n'y a changé. Et puis une de mes patientes, enseignante dans une école près de Romans, à Bourg-de-Péage, juste de l'autre côté du pont, arrive un jour me disant « Ça y est, on a gagné, on a fait déplacer l'antenne qui était contre le mur d'enceinte de l'école ». À l'époque, Michel Rivasi était venu et avait parlé. À l'époque, les maires pouvaient faire déplacer les antennes. Maintenant, c'est terminé, on ne peut plus. Ça crée de la souffrance, ça crée de la misère humaine, ça crée des victimes. En revanche, petit à petit, ça fait pencher le plateau et la balance, et ce qui fait que les victimes sont de moins en moins invisibles parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Maintenant, face à ça, on a les lobbies qui serrent les vis. Ils serrent les vis et en France, on a connu ça notamment, par exemple, pendant le Covid ou pendant le premier confinement, où il y a eu notamment des décrets qui sont passés, des ordonnances qui sont passées et qui faisaient que parmi la quinzaine d'ordonnances Macron qui sont passées durant la période du premier confinement, l'une d'entre elles permettait le déploiement des antennes relais de type 5G sans que les collectivités locales soient informées. Ce qui était prévu, c'était de les informer après installation, dans un second temps et pas avant. Donc on est très très loin d'une démocratie saine, on est plutôt sur le fait de faire de l'open bar et de la libéralisation à outrance pour des industriels. Vraiment des tout petits colibris qui essayent de défendre principalement la qualité de vie des électro-hypersensibles en proposant des solutions de protection plutôt qu'en se battant, nous, sur l'administratif ou le judiciaire. Donc on essaye de trouver et d'adapter aux fonctions des gens des solutions qui leur permettent de vivre encore dans la société. Mais comment expliquez-vous qu'un tel sujet qui va nous concerner tous soit pas plus étudié par les journalistes aujourd'hui? Le problème est principalement des politiques que nous avons à l'heure actuelle. Si on prend la Belgique, ce sont des gouvernements libéraux qui sont arrivés au pouvoir. Le tout va à l'économie et à la rentabilité, et pour ça, la santé n'a absolument aucun sens. D'accord, mais quand vous êtes journaliste, vous êtes attaché aux injustices, vous êtes attaché aux souffrances. Là, les électro-hypersensibles, il y en aura de plus en plus. C'est un vrai sujet d'actualité. La presse, elle est muselée, elle n'a absolument aucun. Mais quand vous allez les voir avec votre combinaison de survie, quand vous regardez avec quand vous allez dans les supermarchés votre combinaison, quelles sont les réactions à côté? C'est intéressant. C'est-à-dire? C'est intéressant. Ouais. Mais sans plus. Ça n'existe pas. Vous êtes des chochottes. Vous voulez montrer votre personnage, faire qu'on fasse attention à vous. C'est psychologique. Allez voir un médecin. Prenez un Xanax, j'en sais rien, moi. Il y a une fabrique du doute qui est organisée volontairement sur cet aspect, comme sur d'autres, par rapport aux victimes de pollution environnementale en général, que ça soit les bébés sans bras, les clusters de cancer pédiatrique dans des zones où les associations citoyennes ou civiles vont découvrir qu'il y a des concentrations de pesticides, y compris dans l'eau, mais les agences de l'État vont dire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, ou que ça respecte les normes. Par rapport à ce projet d'antenne dans l'église, on a monté un collectif dont je suis un des représentants, parce qu'on a pris avec un collectif de 10 personnes, on a sollicité un avocat parce qu'on s'est rendu compte très rapidement qu'on allait se manger et se faire manger tout cru. On a répertorié sur le site Carte Radio, qui répertorie toutes les antennes qui sont mises à jour, 27 antennes dans un rayon de 280 mètres à 1 km 2. Donc il y a une frénésie qui est complètement disproportionnée. On voit que ça bouge un petit peu, on va dire en tout cas que les scandales sortent et que l'opinion publique est informée et au courant, mais en revanche, ça bloque au niveau des élites, comme on dit. Ok. À titre personnel, moi j'ai été co-auteur en 2009 d'un documentaire sur les ondes qui est passé sur Arte, qui s'appelle Sous le feu des ondes, qui a été multidiffusé, qui est passé sur d'autres chaînes, en anglais, tout ça. On a fait après en 2012 un documentaire avec Jean-Yves Billien qui s'appelle Les sacrifiés des ondes, où un des critères qu'on avait dans les personnes qu'on allait interviewer, c'était des EHS
qui s'étaient sortis de leur situation. Donc, ça veut dire que le fait d'être EHS n'est pas définitif. Ça peut prendre du temps, plusieurs années, ça suppose une hygiène de vie quasiment drastique, mais il est possible de se sortir de cette électro-hypersensibilité, sauf que la situation il y a 15-20 ans n'est pas la situation d'aujourd'hui en termes de technologie et de type d'ondes qui sont présentes dans l'environnement et la pollution. Et ce qui se passe en tout cas, c'est que depuis 2015, on a proposé d'autres projets de documentaires, par exemple sur les effets des ondes sur l'environnement, les arbres, les insectes, parce que là on ne peut pas dire que c'est à cause de l'effet placebo. Les études scientifiques sont là, la littérature scientifique existe, c'est vraiment pareil qu'avec les pesticides. Bizarrement, ça a été retoqué. Peut-être est-ce lié au fait que une personne comme Delphine Arnott, qui est à la tête de France Télévisions depuis 2015, qui est en discussion actuellement en mai 2025 pour une possibilité de 3e mandat, en fait, ne pas oublier qu'elle vient de chez Orange. Donc il y a des choses comme ça, quand on les met ensemble, le puzzle s'assemble et il y a des points d'interrogation qui se dissipent. Un jour, je me suis retrouvée une semaine sans mon ordinateur. Une semaine. Et vous allez mieux? La moitié de mes symptômes ont disparu. Oui. Vous savez, en stat, il y a un truc qu'on fait. On remet dans le contexte, on réenlève, on fait ça 2 fois pour vérifier. On travaille par élimination. Tu enlèves ça, tu le remets, symptômes reviennent. Alors, il ne revenait pas immédiatement. 24 heures, 48 heures. Tu le réenlèves une semaine, la moitié des symptômes qui partent. Ça, c'est intéressant pour vous rassurer sur la cause. Mais c'est pas pour ça que les gens vont comprendre aux alentours. Non. Et j'ai vécu pendant pas mal de temps dans ma voiture, jusqu'à ce que la voiture tombe en panne. Et là, je suis bloquée dans un appartement avec les antennes qui continuent à sortir. Et le problème, c'est que je me retrouve régulièrement, mâchoire bloquée, impossible de manger, impossible de boire. Et je crois que le problème à ce jour, c'est de trouver des zones blanches qui n'existent plus. Ils ne veulent pas les zones blanches. À titre informatif, les informations du danger et des répercussions sur le corps sont connues depuis les années 50. Depuis qu'ils ont fait la création, au minimum, depuis qu'ils ont créé le micro-ondes, tout simplement, il suffit de tomber sur les études militaires où ils limitent le temps d'exposition des militaires sur les appareils qui s'appellent des radars. Sans faire peur à tout le monde, si on augmente la puissance de ces ondes, qu'est-ce qui se passe? Première conséquence, c'est que ça augmente le volume global de pollution électromagnétique. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de pollution électromagnétique, plus de sources, plus de puissance, des gammes de fréquences qui n'étaient pas concernées jusqu'à présent, qui vont commencer à être concernées. Bref, on va dire que c'est comme si les barreaux de la cage devenaient plus épais, la cage devient plus grande et les barreaux deviennent plus épais. C'est un petit peu ça le truc. Second aspect, on va avoir ne jamais oublier les notions d'effet cocktail. Ça a du mal à avancer au niveau des pouvoirs publics, mais donc on a la question des effets cocktail sur... c'est pas simplement vous êtes exposé à un pesticide, mais vous êtes exposé à plusieurs pesticides. Donc qu'est-ce que ça donne quand on est exposé simultanément à plusieurs pesticides et qu'est-ce que ça donne quand on est exposé simultanément à plusieurs pesticides pendant plusieurs années? Ok, donc ça c'est un exemple d'effet cocktail. Et le même raisonnement s'applique, c'est-à-dire il y a l'effet cocktail par rapport aux ondes électromagnétiques. Aujourd'hui les limites ambiantes, les limites légales qui sont déjà très vastes, ne résonnent que par catégorie d'ondes ou famille d'ondes, mais on n'est pas sur une logique globale. On n'est pas sur une logique où on va prendre à la fois les basses fréquences et les hautes fréquences, ou les micro-ondes de la téléphonie mobile, ou du Wi-Fi, ou de la 5G, ensemble, pour pouvoir fixer un seuil qui va être commun à tout le monde. Mais les ondes interagissent avec les molécules chimiques. On a des effets de potentialisation. Par exemple, si vous êtes contaminé aux métaux lourds, ça va amplifier la nuisance dans le corps parce qu'il y a des pollutions électromagnétiques. Ça, c'est une deuxième famille de catégories, c'est les effets cocktails et la combinaison de ces formes de pollution environnementale de type énergétique ou électromagnétique et la pollution chimique ambiante qu'on commence à connaître. Ça va jusqu'au, je ne l'ai pas cité, mais on va le glisser maintenant, la question des résidus pharmaceutiques qui sont présents dans les rivières, dans l'eau douce, etc., etc., ou même le microplastique qui va être présent dans l'air, dans nos poumons ou ailleurs. Donc on voit très bien comment les différentes natures ou gammes de pollution environnementale peuvent interagir les unes après les autres et se potentialiser. Ça veut dire que leur ensemble, elles vont être plus nuisibles, plus toxiques que séparément. Et un troisième aspect, pour couronner le tout, là c'est spécifique aux ondes électromagnétiques, c'est qu'on sait que les ondes électromagnétiques ont un effet immunosuppresseur. Qu'est-ce que ça veut dire immunosuppresseur? Ça veut dire que ça abîme, ça diminue l'immunité, c'est-à-dire qu'on a un système immunitaire qui va être moins solide, moins robuste.
Pourquoi? Parce que ça touche au système nerveux, ça touche au cycle du sommeil. On a le corps qui fonctionne moins bien et on a une partie en fait des ressources du corps pour se défendre qui sont accaparées pour compenser ces déséquilibres, y compris hormonaux, y compris stress, y compris tout ce qui est adrénaline ou noradrénaline. Il y a des études, par exemple en 2008 ou en 2005, qui ont mesuré les taux d'hormones dans l'urine des gens le matin après avoir été exposés aux pollutions électromagnétiques pendant la nuit. On sait, les études de Pierre Lerice dont on parlait, qui datent de 1978, ont montré comment ça a un effet hormono-perturbateur dans le fonctionnement des rats. Par rapport à des rats qui étaient exposés à des gammes de fréquences qui sont de l'ordre des micro-ondes ou qui sont dans les gammes de fréquences qu'utilise la 5G aujourd'hui. Donc on a 3 types de niveaux d'effet liés aux conséquences d'une augmentation exponentielle de la pollution électromagnétique. Ça, c'est un vrai enjeu. Et un point que moi je tiens à souligner, c'est que les personnes qui sont électro-hypersensibles, comment dire, c'est pas une question que c'est pas de bol, c'est pas une question que c'est pas de chance, c'est pas une question qu'elles sont innées, enfin qu'elles étaient sensibilisées ou qu'elles avaient une sensibilité particulière qui leur était propre, qui a fait qu'elles sont devenues malades avant les autres. C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt que elles sont en train, Guy prend l'exemple du colibri ou du canari dans les mines, c'est-à-dire qu'en fait, elles nous avertissent de quelque chose qui nous concerne tous. Elles sont les premières à montrer le signal, elles sont les premières à faire, comme le colibri qui dans les mines avertissait qu'il y avait un problème avec le gaz. Lui, il le détectait avant les humains, mais ça concernait aussi les humains. Là, c'est la même chose. Les électro-hypersensibles, c'est en fait des vigies, des sentinelles qui sont un peu à l'avant-garde. Et on le voit très bien dans la quantité d'invention, d'inventivité, de créativité qu'ils ont pour pouvoir rester connectés, pour pouvoir continuer à vivre dans la société, malgré leur handicap où la société connectée cherche à les exclure. Et ça, franchement, il y a un petit problème de droits fondamentaux par rapport à ce qui est être un être humain aujourd'hui. Pour moi, une des clés pour s'en sortir, c'est de sortir des peurs. Voilà. Mais en même temps, c'est une réalité, les ondes électromagnétiques, et c'est vrai que ça touche tout le monde. Voilà. Qu'on les ressente ou pas, finalement, tout le monde est impacté. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il est possible de guérir de cette électro-hypersensibilité. Oui, je pense que oui. Je connais plusieurs personnes d'ailleurs qui ont à peu près le même parcours que moi. Après, la difficulté dans cette maladie, c'est que c'est une maladie qui fait peur. Qui fait peur. Les personnes électro-hypersensibles, après, elles sont en mode survie. Je me suis dit à un moment donné, c'est ok, je souffre des ondes électromagnétiques, mais même si pendant 2 jours, je vais, je sais pas moi, à Toulouse ou dans un environnement pollué, ok, je vais peut-être souffrir un petit peu, mais je vais quand même profiter, je vais quand même pouvoir rester quand même dans la vie normale, entre guillemets. Et je me dis que de toute manière, moi, après, je risque pas grand-chose puisque j'ai les moyens de me protéger, j'ai cette information-là. Parce que vous avez trouvé ces moyens, mais il y a des personnes qui souffrent tellement qu'elles peuvent même pas rester 5 minutes dans une ville ou dans un supermarché. Moi, j'ai été comme ça aussi. Donc d'accord. Vous avez eu ce seuil. Je pense qu'il y a des seuils de sensibilité. Ah non, j'ai été dans un seuil où je dormais dans la voiture, etc. D'accord. Oui. Alors, évidemment, je dis pas c'est facile. Je suis pas en train de dire il suffit de... Voilà. Quelque part, en vous écoutant, je me dis que pour vous, ça a été un cadeau, alors finalement, cette maladie. Exactement. D'ailleurs, le titre du livre, c'est « La guérison est un chemin vers soi » parce que finalement, comme vous le disiez, les ondes électromagnétiques, elles nous coupent de notre spiritualité, elles nous coupent de notre intuition et elles empêchent l'intelligence humaine de monter, même, on le voit là. On nous dit tout ce qu'on doit faire tout le temps en permanence. Enfin, voilà, il faut toujours qu'on soit assisté. Maintenant, c'est l'IA. Enfin, bon, voilà. Donc, alors que je pense qu'on a tout en nous, en fait. Voilà. Après 40 années de consultation, j'ai un petit peu de recul sur le sujet. Parce qu'il y a à peu près 25-26 ans de ça, donc un quart de siècle, je commençais à avoir des patients arriver à mon cabinet avec des symptômes complètement atypiques, qui se plaignaient de maux de tête bizarres, récurrents, qui dormaient plus, Alors bien sûr, tout ça c'est polyfactoriel, on le sait, ça pourrait être rattaché à plein d'autres causes. Mais quand même, au fil du temps, je me suis posé la question, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas quelque chose d'ordinaire. J'ai cherché. Et à force de chercher, et grâce à des appareils de mesure, bien sûr, parce que c'est pas mes seules mains qui suffisaient à déterminer la causalité,
à partir d'appareils de mesure ultra sensibles, ultra précis, j'ai commencé à faire du dépistage, en somme, comme un commissaire de police qui menait son enquête. Et c'était passionnant parce que je trouvais des causes que j'essayais de résoudre, les gens allaient mieux, et donc là j'ai compris qu'il y avait un phénomène qui n'était pas connu ou peu connu, qui était cette fameuse électro-hypersensibilité. Et donc, à partir de là, j'ai cherché. J'ai travaillé heureusement avec des équipes étrangères. Je me souviens en 2003, je commençais à travailler avec des Belges. Quelle nationalité, oui? Alors oui, moi je suis français d'origine, mais j'ai commencé à travailler avec des Belges. Après, j'ai travaillé beaucoup avec des chercheurs suisses qui étaient très très investis dedans. J'ai même créé une espèce de plan d'attaque pour mettre en évidence l'électrosensibilité en 10 points précis. Et ça, c'était à l'attention de députés en Suisse qui voulaient faire passer, des députés écologiques qui voulaient faire passer un projet. Et puis après, j'ai travaillé avec des profs d'université en Russie, des professeurs de Polytechnique qui, au fil du temps, sont devenus mes collègues, en somme. Et puis tous les ans, je partageais la première semaine du mois de juillet, lors de congrès internationaux, des connaissances avec des chercheurs du monde entier. Donc ça, c'est venu vraiment alimenter tout ce que je pressentais, avec des bases scientifiques derrière, bien sûr. Et qu'est-ce que, en tant qu'ostéopathe, vous êtes sûr aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez affirmer de façon certaine par rapport à cette pathologie? Mais qu'elle est réelle. Alors déjà, le problème, c'est que si vous voulez, ce qui est très déplorable, c'est que les gens atteignent de ça un stade avancé, parce qu'on est tous plus ou moins un peu électrosensibles, certes, mais pas hypersensibles comme le sont certains. Les gens qui sont atteints comme ça par ce malaise ou ce mal-être, ils sont complètement en marge de la société. Ils sont incompris du milieu médical parce que les médecins ne sont pas formés à ça, il faut le savoir. Vous pouvez aller dans n'importe quelle université, vous demandez à un médecin, est-ce que vous avez fait l'inventaire des troubles symptomatiques ou autres, l'hyperélectrosensibilité, certains vont vous regarder les yeux ronds sans comprendre, ils sont pas formés. Donc déjà, il y a une incompréhension. Comme ils ne peuvent plus vivre dans le monde ultra connecté dans lequel nous évoluons tous, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en marge. Comme ils sont pas compris, souvent, ils vivent en dehors de la société. Leurs revenus baissent tellement qu'ils ne peuvent plus travailler ici ou là, donc ils n'ont plus de rentrée d'argent, et ça devient des nomades, quoi. Des nomades, mais qui parfois sont contraints de dormir dans des grottes, dans des forêts pour pas être exposés. Enfin, tant qu'on ne l'a pas vu, on a du mal. On a du mal à imaginer ce que vivent ces gens. Voilà. Et donc la cause que nous menons ici, que nous défendons, c'est d'essayer de les reconnaître, mais surtout de les aider sur un plan pratico-pratique. Et là, aujourd'hui, vous avez trouvé des techniques, pour les aider, pour aller mieux? Alors, j'ai coécrit 2 ouvrages là-dessus. Le premier, mais il y a 7-8 ans, qui est un peu dépassé. C'était sur les maladies des ondes, c'était le docteur Diosette qui m'avait proposé de rentrer dans son livre pour en parler un peu. Et plus récemment, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'avais écrit un livre qui s'intitule Ondes électromagnétiques, principe de précaution et solution. Parce que le principe de précaution, on le piétine, en France en tout cas aujourd'hui, et les solutions, il y en a plein, mais il faut connaître les bonnes. Donc si vous voulez, comme moi je cherche dans ce domaine depuis un quart de siècle, j'ai fini par trouver, des solutions qui techniquement permettent, si vous voulez, à ces gens de vivre normalement, ou du moins presque normalement. Voilà. Fêter les 10 ans d'AZB, donc Association Zone Blanche, créée par Michel Rivasi, notre feu députée européenne. C'est quand même un événement parce qu'elle y a mis tout son cœur. Elle est partie d'une idée, d'un idéalisme, on va dire, humaniste. Et puis le relais a été pris par exemple Charles Maxence Laillé, qui en tant que président de l'association continue à œuvrer un peu sur sa lancée. Nous, ce qu'on attend, c'est que le milieu médical déjà s'intéresse un peu plus en avant sur le sujet, se forme. Puisque si vous voulez, nous formons, au niveau universitaire, nous formons des médecins, des ingénieurs dans ce domaine. On a créé même un diplôme universitaire, donc c'est dire qu'on s'y intéresse vraiment. Mais ces médecins qu'on forme, ou ces ingénieurs spécialisés, sont trop peu nombreux, beaucoup trop peu nombreux, puisqu'il faudrait que ce soit systématique. Il y a de plus en plus d'architectes qui s'intéressent à ça. On a créé même un diplôme là-dessus, qui a été fondé par une architecte de Madrid, Anaï, qui est une personne assez brillante et qui a créé ça à l'attention des archis.
et des ingénieurs du bâtiment. Donc c'est pour vous dire que dans des domaines parallèles à la santé, les gens y prêtent un intérêt parce qu'ils pressentent qu'il y a des choses à faire. Malheureusement, dans le domaine de la santé, de la médecine pure, c'est plus compliqué. Tout reste à faire. Maxence, suite au décès de Michel Rivasi, vous avez repris la présidence donc de l'association Zone Blanche. À l'époque, Michel Rivasi, ce qui lui tenait à cœur, c'était de créer un refuge pour les personnes électro-hypersensibles. Vous, aujourd'hui, quelle est l'ambition de cette association? Quels sont vos nouveaux objectifs? Effectivement, suite au décès de Michel, le conseil d'administration d'AZB m'a proposé que je prenne la suite derrière Michel, donc c'est pas évident. Mais en même temps, avec Michel Rivasi, on se connaissait depuis 2005, on a monté le CREAM ensemble. Je travaillais à ses côtés au Parlement européen et notamment sur les questions 5G, sur les dossiers liés aux ondes. Donc voilà, on avait un peu la même vision sur les dossiers quand même. À mon sens, aujourd'hui, quand bien même la situation peut paraître beaucoup plus grave ou sans issue ou gravissime à la lumière des nouvelles technologies qui arrivent et qui se déploient vraiment en mode bulldozer qui écrase tout sur leur passage et qui ne supportent pas qu'il y ait le moindre caillou dans la chaussure qui pourrait retarder le calendrier de déploiement, clairement, l'idée c'est de regagner du terrain. Donc comment regagner du terrain? C'est effectivement regagner du terrain sur les zones blanches. Les zones blanches en voie de disparition, eh bien, on va en fabriquer des nouvelles. On va obtenir, en travaillant avec des pouvoirs publics, avec des élus locaux qui sont concernés par le sujet, qui vont être des alliés, on va réussir à trouver des zones, des endroits, et donc y compris des habitations. Alors après, est-ce que ça va être des habitations à 60 personnes ou à 20 personnes? Les tailles peuvent varier. Ce qui compte, c'est d'avoir en tout cas des sites, des lieux qui vont être adaptés pour que des personnes puissent venir se ressourcer, trouver refuge, et parce qu'elles sont à l'abri en quelque sorte de nouvelles stimulations, de nouvelles pollutions, leur organisme va s'améliorer. Donc regagner du terrain, c'est dans le fait de retrouver des zones refuges, des lieux adaptés, des lieux, comme on va dire chez nous en interne, de haute qualité de santé environnementale, des HQSE. Ah oui. Et puis, comme c'est HQE, mais on rajoute le S pour santé environnementale, HQSE. Donc des lieux de vie comme ça qui vont être adaptés aux besoins de ces populations, qui sont des populations handicap, vulnérables, fragiles et exclues ou discriminées. Et puis, c'est aussi regagner du terrain par rapport à l'argent. Et donc, ce sont des vrais projets immobiliers qui ont une vraie valeur, qui participent de la vraie économie, et par rapport à ça, eh bien en fait, ça fait monter la qualité, et donc dans cette logique de qualité globale, on arrive sur des projets qui ont une valeur sur le marché et qui deviennent des investissements, qui deviennent aussi attractifs pour ceux qui ont les moyens. Donc il y a aussi le fait de regagner du pouvoir par rapport à l'argent dont les personnes disposent pour qu'on investisse dans des projets qui vont participer à modifier l'environnement. Même si on modifie ou on améliore 1% de l'habitat disponible, ce 1% va tirer vers le haut l'ensemble du système et du marché. Et vous avez des personnes qui vous soutiennent aujourd'hui pour ces projets? Oui, on est en train de travailler à cela à travers donc des projets qui concernent l'immobilier. On a au sein d'AZB 2 comités thématiques, un comité plutôt qu'on appelle le COMES comme santé, donc c'est ou sanitaire. Donc là, ça regroupe plutôt des médecins et des praticiens de santé. Et on a un autre comité qui est le COMET, comité technique habitat, où là, on est avec des professionnels de l'habitat, électriciens, architectes, et puis d'autres corps de métier, donc des gens qui sont dans le financement des projets immobiliers, par exemple, qui participent au COMET, où là, donc, quand on repère des lieux qui peuvent être compatibles, eh bien, on a toute une méthode qui est rodée aujourd'hui pour faire l'étude de faisabilité. Est-ce que le lieu va être adapté? Est-ce que l'exposition du lieu permet que des personnes sensibles ou électro-hypersensibles puissent y vivre, etc., etc. Et là, face à l'avancée de la technologie qui ne cesse c'est carrément de la schizophrénie quand même, est-ce que vous risquez pas d'être débordé justement? Parce que comme vous disiez tout à l'heure, on a eu lanceur d'alerte comme Philippe Tribaudot qui est dans une des dernières zones blanches. Est-ce que vous pensez pas que vous êtes débordé par le nombre de personnes qui risquent d'arriver en masse? Écoutez, pour trouver refuge dans des endroits qui commencent à disparaître en fait? Chez nous, on a une autre politique dans la région où j'habite, puisqu'on est quand même une zone encore relativement protégée, qui n'est pas de refaire de l'habitat groupé, mais de permettre à des personnes de venir s'installer dans des logements individuels et de protéger leur logement pour pouvoir y vivre.
Et il y a de plus en plus une concentration de personnes électro-hypersensibles qui viennent vivre dans la même région et qui éventuellement pourront faire bouger les choses au niveau communal ou autre, auprès d'un bourgmestre. Il y a une autre ville en Belgique, à Tintigny, où le bourgmestre est concerné et a consacré un endroit où les gens peuvent venir s'installer et s'équiper en respectant un certain nombre de normes. Et justement, en 10 ans, est-ce que vous avez vu une évolution justement des personnes électro-hypersensibles? Moi, je la vois ici pour le moment dans mon pays, en Wallonie, avec l'installation des nouveaux compteurs intelligents, qui n'est pas la même technologie qu'en France, mais les gens tombent du jour au lendemain. Ils avaient rien, et puis le ciel leur tombe sur la tête, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est une autre vie qu'ils doivent apprendre, et ce sont d'autres habitudes qu'ils doivent adopter pour pouvoir continuer à exister sur Terre. Et ici en France, j'aurais tendance à dire malheureusement que l'histoire parlera pour nous. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on va avoir de plus en plus de personnes malades. Donc, ce qui fait que le sens de l'histoire, c'est que ça va nous pousser à réagir et regarder en face ce type de trouble. Soit on est sur le principe de la prévention, de la précaution, et on agit avant qu'il y ait des dégâts, et tant mieux. Et on le sait, il y a des études, enfin des rapports officiels qui ont été produits en Suisse. Il y a des propositions que portent les personnes électro-hypersensibles ou des associations comme la nôtre, qui montrent que des solutions existent où on peut avoir une société connectée, mais avec une société sans pollution électromagnétique, sans rayonnement, sans pollution, sans invasion des ondes toxiques et nocives. C'est tout à fait possible. Ça coûte plus cher, ça met plus longtemps à être déployé, mais si ça met plus longtemps à être déployé, et c'est ça qui fait que ça coûte plus cher, hein. C'est parce que au lieu que ça soit déployé en 2 ans, ça va être déployé en 5 ans, par exemple. Mais seulement, ça veut dire que pendant 5 ans, il y a des emplois locaux. Ça veut dire que pendant 5 ans, on peut travailler, on est avec des emplois non délocalisables et on est avec des petites entreprises, des artisans qui vont en bénéficier. Donc, au niveau du collectif et notamment des collectivités publiques, il y a un vrai gain économique et un vrai gain financier à être sur une société qui joue sur le soin et sur la qualité et sur la prise en compte des risques pour une vie meilleure, y compris par rapport aux vivants. Si on ne fait rien par rapport à ça, eh ben, on aura un nombre de malades qui va être croissant. Et là, eh ben, le rapport de force va aussi évoluer de toute manière, parce que plus les malades seront nombreux, et peut-être qu'un jour on va être avec 90% de la population qui sera VHS. Je ne pense pas qu'on arrivera jusque là, puisque au niveau de la société, si on atteint les 40-50% de personnes qui deviennent allergiques aux ondes, ben, c'est pas possible, ça peut pas continuer. Et on va trouver des solutions, puisque le marché existera. Donc, quelque part, il faudrait qu'il y ait plus de HS pour qu'on en parle plus. Ça fait partie des paradoxes. On n'a rien à faire, on a juste à attendre. Et voilà. Le travail pour soit nous. On attend de façon passive, soit on agit, on est dans l'action, mais dans l'action, encore une fois, j'insiste pour limiter les dégâts, pour réduire. Si on peut éviter des souffrances, tant mieux. Si on peut éviter des drames, tant mieux. Si on peut éviter des familles qui explosent ou des jeunes qui du jour au lendemain sont complètement, ont des réactions épidermiques au sens propre, hein, avec la peau qui rougit, des coups de chaleur au niveau de la tête, au niveau du cervelet à l'arrière, en présence de Wi-Fi ou d'autres types de dispositifs sans ondes. Et on parle même pas des problèmes cardiovasculaires, des problèmes il y a des études qui existent, par exemple, comme quoi la pollution électromagnétique ou l'exposition à une pollution électromagnétique à des niveaux importants, qui sont ceux qu'on commence à connaître aujourd'hui en 2025, puisque c'est des études qui ont été faites en 2005-2008 en Suisse, des études qui ont été faites entre 1989 et 1994 entre la France et le Québec, par exemple. Donc, on sait qu'il y a des risques de cancer, on sait qu'il y a des risques de maladies neurodégénératives. Donc, l'exposition au champ électromagnétique, on en revient à l'effet cocktail, concourt à des maladies de civilisation nombreuses. Et là, moi, je pense qu'au niveau du collectif, la stratégie du déni est celle qui est poursuivie par les entreprises et donc par les pouvoirs publics, y compris en plaçant des personnes qui vont contribuer à verrouiller l'information. Elle est pas tenable et surtout, en fait, elle est bête au sens où ça va nous coûter plus cher que ce que ça pourrait nous coûter aujourd'hui en adoptant les bonnes technologies, les bonnes orientations, les bonnes bifurcations pour l'équipement de la collectivité. Une réaction à la suite de la décision d'un État américain quasiment d'interdire la géo-ingénierie, ça veut dire de la reconnaître déjà, ce qui est quand même énorme. Est-ce que ça vous concerne, ça, déjà aussi? Pour moi, on est dans une logique de chimère, en fait. C'est un palais des glaces, et on est en train c'est le bûcher des vanités, sauf que là, c'est de la vanité technologique. C'est bon. Juste un seul mot. Qu'attendez-vous de cette réunion, de cet anniversaire, en quelque sorte? On se ressoude, on resserre les rangs, Disons que, ici, maintenant, depuis qu'on a créé le premier rassemblement en 2022, c'est des lieux de rencontre pour les électro-hypersensibles où ils savent qu'ils sont pas seuls.
En 2023, on a eu un garçon qui est venu à vélo, qui avait fait toute la distance, et puis il est arrivé là, et la première chose qu'il a dit, mais je ne suis pas seul. Donc il croyait que son problème était un problème individuel. Non, c'est pas un problème individuel, c'est vraiment une alerte générale qui est créée, et ça permet aux électro-hypersensibles de se reconnaître, d'échanger, de trouver des trucs, et de le faire le lendemain, quoi. Et pour ma part, il y a un côté mobilisation, c'est-à-dire retrouver le courage de peser sur le débat public. Enfin, il y a le fait d'y croire, et il y a le fait de recroire à nouveau dans le fait qu'on a la force de pouvoir faire bouger les choses. Mais c'est ce que les nouvelles sciences nous disent, hein, avec les sciences complexes, les sciences du chaos, l'effet papillon a un effet sur le système. Et donc là, le fait que les EHS retrouvent le courage, non pas de croire que c'est possible, mais qu'ils peuvent avoir une influence sur ce qui se passe, sur leur destin, et voilà, renouer avec cette force-là, pouvoir refaire équipe et mobiliser les énergies, comme Michel Rivasi pouvait le dire, dans les combats environnementaux, sur les santé environnementales, il faut beaucoup d'énergie renouvelable. Et là, en fait, ce rassemblement sert à remettre de l'énergie renouvelable par rapport à des EHS qui, comme ils sont en souffrance chacun dans leur coin, en se retrouvant, en fait, les sourires sont là, les rires sont là, et le fait de bâtir ensemble, c'est à nouveau possible. Et ça, c'est la mission d'AZB.